Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Nous sommes mercredi, nous sommes le 18 mars de l'an de grâce 2026. Comme vous le savez, lorsqu'il est 10 h sur Info TV, c'est bien sûr le temps de votre émission Espace Miné. Ce matin encore, nous déminons l'espace ensemble. Et comme vous le savez, ces émissions se veulent thématiques. Nous sommes bien sûr mercredi. Et le mercredi est consacré à la diaspora. Nous nous intéressons donc à la diaspora africaine aujourd'hui. Nous parlons bien sûr de mariage, diaspora africaine et mariage dans le pays d'origine, enjeu. On en parle tout au long de cette émission. Et bien sûr, cette émission sera encore et encore au rendez-vous avec ses multiples rubriques. Tout à l'heure, nous allons retrouver Joseph Patrick Bala pour la quintessence de l'actualité parue en kiosque. La dénonciation sera une fois encore au rendez-vous ce matin et portera la signature d'Alain Douk. Nos invités répondent déjà présents sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de rester connectés sur Info TV. C'est le début de cette émission. Si vous vous déplacez, n'oubliez surtout pas de nous suivre en direct sur Facebook, nous sommes de ce côté et dans toutes nos plateformes numériques. Mesdames, Messieurs, nous accueillons donc nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Nous commençons tout d'abord par accueillir Cyril Tchamba qui est toujours au rendez-vous. C'est un habitué de ce plateau, vous le connaissez déjà, c'est un habitué de plateau de télé. Il est écrivain, il est en politique, il est président du think tank Le Pont de Convergence. Il nous fait l'honneur et l'amitié d'être là ce matin. Bienvenue Cyril. Bonjour Vianney, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau, riche, un plateau intéressant. Je venais ce matin avec une bonne nouvelle. Laquelle? Pour Parfait ici, mais comme il n'est pas là, et pour nos téléspectateurs, parce que la semaine dernière j'étais ici, on parlait d'un de mes amis et voisins chanteurs, et à Parfait ici demandait qu'on puisse relancer ce monsieur qui est un grand artiste camerounais. Je lui ai annoncé qu'il est en studio depuis hier. Oula, bonne nouvelle. D'ici un mois, on aura quelque chose sur le marché pour lui. C'est une bonne nouvelle. Nous ne pouvons que tirer un coup de chapeau à ceux-là qui ont pris à bras le corps cette proposition faite par vous et Parfait ici sur ce plateau. Ça prouve que nous sommes réellement écoutés à travers le monde. Tout à fait. Ça a eu un écho retentissant. Et effectivement, la parole de Espace Miné est vraiment écoutée. Elle est aussi percutante parce qu'il y a des gens qu'on écoute, mais dont on ne fait pas ce qu'ils demandent. Là, ça a été fait. Et bon, toutes les âmes de bonne volonté peuvent toujours continuer à le soutenir, cet artiste, et qui a besoin de relancer une belle carrière. Vous rappelez le nom aux téléspectateurs? Abenmoun Le Berceur. Abenmoun Le Berceur. Exact. Beaucoup l'ont connu, beaucoup le connaissent encore. Il faut dire qu'il a encore d'actualité. Il a encore beaucoup à offrir au monde de la musique camerounaise, africaine et même internationale. Que les âmes de bonne volonté ne cessent de le soutenir afin qu'il nous produise encore de belles œuvres. En merci d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons un autre président. Nous avons pas mal de présidents sur ce plateau ce matin. Lui également, c'est un habitué des plateaux télé et radio. Il est là pour informer, éduquer et former les citoyens. Il est président d'un parti politique, le parti politique dénommé FDR. On a et bien sûr le Front démocratique révolutionnaire. Il s'appelle Cyprien Olinga. Vous pouvez l'appeler Aimé Cyprien Olinga. Vous pouvez l'appeler Cyprien. Vous pouvez l'appeler Aimé, vous pouvez l'appeler Olinga pour les intimes. Merci d'être là ce matin. J'aime bien vos lunettes. Ce sont les lunettes des révolutionnaires. Bonjour à vos millions de téléspectateurs et bonjour à mes copanélistes. Un bonjour très patriotique donc à tous les révolutionnaires, militants et sympathisants du FDR, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, dont je suis le leader. Je dois avouer que si je croise un monsieur ou une dame en route avec ce genre de lunettes, je comprendrai immédiatement que c'est un révolutionnaire ou c'est une révolutionnaire. Pas toujours, sauf qu'il y aura certainement du 80% de révolutionnaires. Merci, j'espère que ce n'est pas pour cacher bien sûr votre mal, parce qu'il faut dire que... Non, moi je peux les enlever, j'ai aucun mal. D'accord, d'accord. Bien que d'accord. J'ai pas de problème de vision, je vois très bien. Bien sûr. C'est le look, le look. lequel mes militants et sympathisants me reconnaissent toujours. Ils aiment bien que je porte, bien que j'ai aussi l'habitude de faire des débats sans lunettes. Vous pouvez donc remettre vos lunettes pour le bien de ceux qui vous suivent. Mais ça nous rappelle, ces jours-ci, il y a aussi Célestin Diamène qui semble avoir emboîté le pas. C'est bien, si des gens trouvent que ce look-là est bon, moi, je ne veux pas m'approprier un look. Aux lunettes coûtent certainement cher. Je serais content si tous les Camerounais, n'est-ce pas, me copiaient. Merci de prendre présence ce matin. Votre agenda est fort chargé. Merci de trouver du temps pour nous et pour nos téléspectateurs fidèles. En face de vous, il est avec nous ce matin. Il est journaliste politique. Il officie du côté de Royal FM. De ce côté, il impose des responsabilités. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, il peut nous fuir sur le plateau pendant l'émission. De temps en temps, il peut répondre présent lorsqu'il a pu manager son emploi
emploi de temps. Roger Kiek de Kiki, qu'on ne présente plus. Merci d'être là ce matin et bonjour. Je vous dis bonjour. Je salue vos téléspectateurs. Je salue le président des Révolutionnaires. C'est un vieil ami. Oui. Un vieil ami. Je salue Alain Douk et je salue mon frère Tiamba juste à côté de moi. Merci pour l'invitation. Je dois avouer ce matin que vous êtes l'ami des conducteurs de taxi de la ville de Yaoundé. Oui, c'est possible parce que nous avons une relation aussi longue. C'est-à-dire que la plupart des présidents de syndicats, je les pratique depuis au moins 30 ans. C'est-à-dire que j'étais encore jeune journaliste. Tous ces des Fossoquins. D'ailleurs, je suis celui qui amène la plupart à la radio. Oui. À la radio ou à la télévision pour des débats. Oui. Donc, je suis l'ami des taximens. La marche à pied, vous l'avez oublié depuis belle lurette. Je marche à pied de temps en temps. C'est bon pour la c'est pour santé. faire du sport. C'est bon pour la santé. Sauf que, comme il est question d'aller très vite pour vaquer à ces préoccupations, on est obligé. Surtout quand on peut avoir le moyen de locomotion d'aller rapidement. Mais on a pratiqué la marche à pied. On la pratique encore. Elle est bonne pour le cœur. Il faut le retenir. Il faut marcher de temps en temps. Roger Kegekiki paye encore le taxi à Yaoundé? Oui, pourquoi pas. Même ses amis, ils doivent vivre de leur métier. C'est pas facile. Moi-même, j'ai essayé d'être un peu opérateur dans le taxi. C'est difficile. Parce qu'en réalité, l'environnement, rien n'est mis en place pour que ce métier soit viable. Vous avez un certain nombre de taxes, l'assurance, vignette, les policiers, les gendarmes, la prévention routière. En réalité, ces gens-là tirent le diable par la queue. Et vraiment, c'est une gageure de pouvoir amener quelque chose à la maison. Parce qu'ils doivent nourrir leur famille, éduquer leurs enfants, entretenir leurs épouses et faire des projets avec le même argent. C'est pas évident. Je salue donc particulièrement tous vos amis conducteurs de taxi de la ville de Yaoundé, ceux qui prennent du temps à vous écouter tous les jours. Oui, à longueur de journée. Parce que là aussi, dans le domaine de la radio privée, j'ai innové dans les émissions interactives depuis plusieurs décennies. Et je crois que ces gens-là, dans leur véhicule, ont pris l'habitude de me suivre. Et nous sommes très amis. Nous avons donc participé à construire un certain rapport critique en formant une opinion publique de qualité. Merci d'être là ce matin, Roger Kiek de Kiki. Et nous accueillons donc notre invité permanent. Il est consultant permanent à cette émission. Il est journaliste, il est écrivain. C'est lui l'auteur du livre, de cet ouvrage Argent, qui est disponible depuis quelques semaines seulement et qui est encore d'actualité, qui sera toujours d'actualité. Il faut dire que le livre, vous pouvez l'avoir tous les jours. Vous vous rapprochez tout simplement des différents points de vente. Et la signature, la dédicace d'Alain Douk, vous pouvez également l'avoir lorsque vous achetez votre livre Argent. Alain Douk, merci d'être là ce matin et bonjour. Bien bonjour, j'espère que toi tu n'es pas assailli de problèmes d'argent. Moi, c'est la réalité la plus prégnante, dès le réveil le matin. Oui, tout commence dès le réveil jusqu'au coucher, vraiment c'est la réalité. Bon, en passant puisque tu parles de dédicace, ils auront donc la possibilité d'apprécier ma calligraphie. Nous qui avons fait certaines écoles, je signe de ma main, et vous allez voir comment on nous apprenait à écrire à l'époque. Voilà, j'espère qu'ils ne seront pas dessus. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés, parce que vraiment au niveau de l'écriture à l'école, ça devient davantage plus difficile et plus compliqué. Voilà. Il faut mettre un accent là-dessus. Pour les calligraphes comme vous, on ne peut que vous tirer un coup de chapeau. Voilà, avec les machines et tout, ça n'aide pas non plus. Oui, avec les enseignants même qui ne sont plus très sérieux là. Ne sont plus très engagés à être regardants sur cet aspect de la formation. Bon, on espère que les futures générations d'enseignants, etc., vont se re-questionner. Le logiciel d'ensemble qui permettent de les former, eux, qui vont former les tout petits, se questionnera et tout, et qu'on reviendra sur de bonnes bases. C'est un plaisir d'être là ce matin et de retrouver nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Qui sait, peut-être même que nous frôlons. Va savoir, le milliard, je ne sais rien. Je salue les aînés déjà installés avec qui nous allons faire l'ajout d'esprit de tout à l'heure. Voilà, c'est un plaisir d'être là et de t'avoir de même à ce poste en l'absence d'une quota de la modération. Des problèmes d'alimentation en énergie électrique, t'en connais encore? Le secrétaire du chef
chef de bloc, oui, m'a dit qu'en réalité, il y a une déconnexion de phase. Ah, d'accord. Et comme toutes les équipes d'Enio sont dans la lutte, la campagne de lutte coup de poing contre la fraude, ça ne sera pas évident de les avoir là pour venir reconnecter ce qu'il faut. Donc je suis obligé, et avec les autres au sous-secteur, de prendre notre mal en patience. Oui, hein, une âme de bonne volonté pourra certainement t'offrir un groupe électrogène ou alors une plaque solaire pour tenir pendant cette période. L'appel est lancé, chers téléspectateurs. Mesdames, messieurs, le décor étant planté, nous allons marquer un premier arrêt ce matin. C'est bien sûr l'instant consacré à la revue de presse et nous accueillons Joseph Patrick Bala. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, il est déjà avec nous sur ce plateau. Installez-vous confortablement. Prenez des notes à l'instant. C'est le moment consacré à la revue de presse. Il a effectué un tour en kiosque. Il a pu recueillir pour nous quelques journaux. Joseph Patrick Bala, bien le bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Théophile Vianney-Billa, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je suis très heureux de retrouver ce matin dans le cadre de ce programme. Vous retrouvez en compagnie naturellement de vos invités ce jour. Vous êtes vêtu de noir? Oui, bien évidemment. De blanc également. Oui, je pense aujourd'hui à mon beau-frère qui a perdu récemment son papa. Et justement, on en parlait hier soir. Et c'est la tenue qu'on avait confectionnée le jour du décès de son papa. Et donc, pour témoigner mon soutien à son endroit ce matin, puisqu'il nous regarde depuis la France, je lui ai dit que je vais arborer justement ce tissu pour qu'on soit en phase naturellement ce matin. Votre beau-frère, le mari de votre sœur ou le frère de votre... Non, le mari de ma sœur. D'accord, ok. Que disent les journaux ce matin? Eh bien, on va ouvrir cette partie consacrée à la revue de presse avec les journaux maison, notamment Info Matin qui est en kiosque ce jour, parlant naturellement de son numéro 1989 de ce 18 mars, qui nous plonge au cœur de l'énergie en nous indiquant ce matin que le Cameroun et le Canada explorent des opportunités d'investissement, ceci à la faveur de l'audience que le minier Gaston Elundu Essomba a ce 17 mars à Yaoundé accordé au haut commissaire du Canada au Cameroun, Marie-Claire Harvey, information qui est contenue à la page 3 de ce journal. Parlons à présent de la météo, toujours de Dieudonné Mven, qui en est le directeur de publication, qui revient sur le 109 injecté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Théodore Datouo prend le pouvoir à l'Assemblée nationale avec 90,47% de voix. Et Aboubakari Abdoulaye monte au perchoir au Sénat avec 100% de voix. Le premier ancien vice-président de la Chambre basse remplace Cavaille, tandis que le second ex-premier vice-président de la Chambre haute, par ailleurs Lamido de Rebouba, succède à Marcel Niat Difenji. Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana traite également de cette actualité au Parlement et nous présente les visages de ces nouveaux patrons, portraits et premières réactions des élus à retrouver dans les colonnes du quotidien à Capitaux Public. Que nous dit le messager de Feu Pius Ndiawe ce matin qui a également décidé de traiter de ce fait d'actualité? Eh bien, Jean-François Chanon, qui en est le directeur de publication, fait le choix de parler d'une révolution silencieuse et nous indique de la
page 3 à la page 5, qu'après des années de présidence marquées par la maladie, la fatigue et l'absence à la tête de ces deux chambres, on assiste enfin à un renouvellement. Même son de cloche avec le quotidien bleu, le jour que gère Aman Mana, qui de ce côté-là attend des élus visiblement jeunes comparativement, hein, vous le savez, à ceux qu'il remplace, des réformes structurelles. Parlons de mutation de Georges-Alain Boyomo dans sa parution de ce matin, qui ne déroge d'ailleurs pas à la règle et nous fait savoir qu'Aboubakari Abdoulaye, qui remplace Niad Difendi à la tête du Sénat, devient désormais le successeur constitutionnel à la présidence de la République. L'information est contenue de la page 6 à la page 8 de ce journal. Du côté de la nouvelle expression, on parle de la chute d'inamovibles géontocrates, illustration d'ailleurs faite à travers le nombre d'années passées à la tête de ces institutions par ces derniers. Pour Kavaïege Djibril, il était en poste depuis 1992 à la tête de l'Assemblée nationale, soit 34 années de règne, tandis que Marcel Niad Difendi était en poste depuis 2013. Il y a passé 13 ans. L'œil du Sahel de Guibaï Gaïtama, dans son édition de ce 18 mars à la page 7, nous illustre les éléments qui ont fait tomber le président de l'Assemblée nationale. Eh bien, ces éléments sont illustrés dans ce journal à la page 4. Quant aux témoins de Francis Bonga, au-delà de l'appréciation faite sur la nouvelle ère, le journal nous fait savoir que l'ancien PAN a été dégommé par son propre stylo, celui offert au président de la République lors de son investiture. Terminons donc avec le quotidien Panorama News dans son numéro 225 de Christian Abanda, qui au-delà de cette actualité traité par la majeure partie des journaux, consacre sa grande une à l'inclusion numérique avec la commune d'Okola qui entre dans l'ère de l'intelligence artificielle grâce à Armand-Claude Abanda, titulaire de la chaire UNESCO, Access TIC et représentant résident de l'IAI Cameroun qui s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux artisans de la démocratie du numérique sur le continent. C'est d'ailleurs avec ce journal Théophile Vianney-Billa qu'on met un terme à cette haute partie, la deuxième consacrée à la revue de presse, puisque la première c'était à 6h45. Merci Joseph Patrick Bala pour cette balade en kiosque, belle balade ce matin. Merci d'avoir recueilli et récolté tous ces journaux. Merci pour ce temps d'arrêt. Avant de vous laisser repartir, hein, vous êtes le chef service sport à Info TV. Une information que nous avons reçue très tard dans la nuit, d'hier mardi 17 mars 2026. La Confédération africaine de football qui a rendu sa décision après les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Et si on revenait sur cette décision ce matin? Eh bien, il faut dire que selon les textes, oui, la Confédération africaine de football a tout à fait raison. S'il faille justement appliquer la rigueur justement des textes, notamment les articles 82 et 83 qui rejoignent naturellement l'article 84 qui indique clairement que lors d'un match, lors d'une rencontre de football, toute équipe qui décide de quitter l'aire de jeu doit subir justement différentes sanctions, notamment ça peut être la perte d'un match, oui, par pénalité, donc l'équipe adverse gagne par 3-0, oui, et du coup, puisqu'il s'agissait d'une compétition africaine, la Coupe d'Afrique des Nations, et c'était la finale, et fort logiquement, en application de cet article-là, le Sénégal perd son trophée continental. Mais au-delà justement des textes, oui, et de la décision de la Confédération africaine de football, on peut se poser des questions, et à juste titre, sur l'opportunité aujourd'hui de prendre une telle décision, sachant les répercussions que cela peut avoir au niveau du football africain de manière générale. Je m'amusais à regarder un peu la toile et j'ai lu les messages des internautes. Il y a un message qui m'a fait beaucoup rire. Un internaute qui disait ce message, qui a écrit, il dit: la CAF est aujourd'hui
l'épouse de la FIFA, en faisant référence notamment à la décision de la CAF de faire passer la Coupe d'Afrique des Nations de 2 à 4 ans. Et parle du Maroc comme étant, enfin, la CAF est aujourd'hui l'épouse de la FIFA et la petite amie du Maroc. J'ai pris ce cliché-là pour dire aujourd'hui que le Maroc, malheureusement, met beaucoup de pression à cette confédération africaine de football. Vous vous souvenez qu'après les décisions, parce que c'est vrai que ce n'est pas le comité exécutif de la CAF qui s'est réuni pour prendre cette décision, c'est le jury disciplinaire qui est un organe indépendant du côté de la Confédération africaine de football. Mais vous avez souvenance que le Maroc a montré des signes d'agacement après justement la victoire du Sénégal, mais davantage les sanctions qui ont été prononcées contre le Maroc, qui étaient pratiquement d'égal à égal avec le Sénégal, concernant l'aspect financier, mais également quelques joueurs qui étaient suspendus. Et pour répercuter justement, cela est fait montre de son mécontentement à l'endroit de la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que le Maroc a fait? Elle a décidé c'est une expression que je vais utiliser personnellement, de boycotter la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui devait se disputer ce mois de mars, en évoquant des raisons somme toute assez légères pour amener la Confédération africaine de football à reporter, parce qu'il n'y avait personne sous la main. Même l'Afrique du Sud qui se proposait n'était pas... Vous savez, l'organisation, ça ne se fait pas en 2 semaines. Et vous savez que lorsqu'on reporte une compétition, il y a des coûts que doivent supporter les fédérations. Exact. Parce que vous avez déjà préparé votre sélection nationale. Et donc, vous devez à nouveau rajouter des frais supplémentaires à la préparation pour 3 mois, au moins 3 à 4 mois de cette équipe nationale. Et c'est coûteux. Est-ce que la CAF a tenu compte de ces fédérations? Non. La CAF a décidé de reporter au mois d'août cette compétition. Donc, c'est pour dire que si la CAF décide aujourd'hui d'être rigide au niveau et de respecter scrupuleusement ces textes, même l'équipe nationale féminine du Maroc doit être frappée. Ça veut dire qu'à la CAN qui a été reportée, elle ne doit pas participer. Voilà. Alors, est-ce que le Sénégal peut rebondir? Oui, le Sénégal va rebondir, puisque tout juste derrière, la Fédération sénégalaise de football a pondu un communiqué pour indiquer l'incongruité justement de la décision de la CAF. Ça, ce sont les termes employés par la Fédération sénégalaise de football, mais davantage de dire au public qu'elle va rester en justice, et notamment en matière de dernier recours pour ce qui est du sport. C'est le tribunal arbitral de sport, le TAS, qui est basé du côté de Lausanne en Suisse, qui va se saisir de cette affaire à la demande de la Fédération sénégalaise de football. Est-ce que à ce niveau, le TAS va confirmer la décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, ou alors donner raison aujourd'hui au Sénégal? On attend juste de voir l'issue donnée à cette affaire. Merci Joseph Patrick Bala pour cet arrêt majeur ce matin. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va vous laisser repartir. Il faut dire que nous allons abondamment revenir sur cette information au journal de 20 h de ce soir. Naturellement. Alors, Aimé Cyprien Olinga, lors du passage de Joseph Patrick Bala pour la revue de presse, une actualité est abondamment relayée ce matin dans les différents journaux. La météo de Dieudonné Nkanké est disponible en kiosque, c'est hebdomadaire, présente ici les nouveaux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Assemblée nationale, Théodore Datou, Aboubakari Abdoulaye pour le Sénat. Votre réaction après cette élection? Écoutez, je ne suis pas enthousiasmé. C'est un petit pas, un tout petit pas, mais dans la bonne direction quand même. Parce que on avait marre, moi compris, beaucoup de Camerounais avec moi, de voir les mêmes figures à ces postes-là depuis pratiquement des décennies. Ça finit par agacer beaucoup d'entre nous, et le plus choquant, c'était qu'ils affichaient une santé assez chancelante. On aurait pu encore avoir des papas vigoureux qui auraient eu moins d'impact sur le désaveu que le peuple camerounais avait déjà vis-à-vis de ces figures emblématiques de notre scène politique. Je dois dire que comme je me suis dit, voilà, il y a ces deux personnalités, même si le discours du président de la République, pour certains de mes partisans,
n'était pas pris en compte dans ce cadre-là, parce que certains estimaient qu'au moins l'Assemblée ou le Sénat, on aurait pu y affecter une dame, que ça aurait eu un peu plus d'impact dans la suite, justement. Bon, au Sénat, la première vice-présidente est une dame. Oui, mais elle est première vice-présidente, elle n'est pas présidente. Donc, le discours du président, d'abord du 6 novembre, lors de la prestation de serment, du 31 décembre et même du 11 février, beaucoup de nos compatriotes attendaient qu'il y ait ces changements-là, mais qu'à la tête d'une des deux institutions, on est quand même une femme, à défaut d'avoir un jeune. Donc, c'est quand même un petit pas dans la bonne direction qui démontre que le président de la République a bien compris le message que le peuple camerounais a lancé le 12 octobre à travers son vote massif d'une politique que ce peuple a désavouée. Et nous pensons que peut-être le gouvernement sera encore plus parlant, parce que là, on est un peu sur notre fin. D'abord pour deux raisons. La première raison, c'est que les deux personnalités, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les choses soient faites autrement, appartiennent au même parti politique. Et vous savez également que les Camerounais qui ont massivement voté ont puni ce parti politique-là. Donc, je voudrais dire qu'il ne faut pas que dans la logique justement de refondation de l'État, que les Camerounais ont choisi à travers un projet, mais qu'on le retrouve simplement des militants d'un parti politique qui lui a été sanctionné et désavoué. Ça, c'est la première raison. La seconde région, c'est qu'en réalité, on souhaite que le président de la République, au regard de ces résultats qui sont éloquents, c'est là les vrais résultats, qu'il puisse comprendre effectivement qu'on ne peut pas indéfiniment privilégier des gens qui échouent. Il faut un rassemblement. Il faut une logique de rassemblement. Il faut inclure les autres forces politiques dans la refondation du pays et ne pas procéder à des récompenses éternelles des gens de son seul parti. Il y a des partis politiques en face qui ont fait des merveilleux scores. Il y a des coalitions en face qui ont fait des merveilleux scores. Et qu'il faut associer et intégrer dans la logique justement de refondation de l'État qui est en cours. Donc nous attendons voir le gouvernement, nous attendons voir également les sociétés d'État et les PCA et autres pour voir la tendance. Est-ce que le président va continuer indéfiniment à récompenser seulement ses partisans du RDPC? Est-ce qu'il va véritablement prendre en compte justement les orientations qu'il a données à travers ces trois discours que j'ai cités précédemment et intégrer des jeunes et même des visages des autres partis politiques et même de la société civile? Et nous souhaitons également que la diaspora soit associée à cette nouvelle dynamique, inclusion, à ce rassemblement justement pour donner un nouveau visage à notre pays pour les prochaines années. Alors Cyril Tchamba, vous avez vécu cette journée d'hier, comme tous les Camerounais, du côté de l'Assemblée nationale, 34 ans après Kava Yégué Djibril cède son siège. Est-ce qu'on va dire que c'est un repos ou alors il est tout simplement dégommé par son stylo comme le disent certains journaux ce matin? Non, je crois que peu importe la façon dont on va prendre l'événement, c'était devenu nécessaire quand on ne se cache plus de savoir que ces deux présidents de chambre étaient dans un état de santé qui n'était pas très facile, même si on trouve qu'à leur âge, ils ne sont pas plus mal. Donc il fallait quand même faire quelque chose. Mais je crois que si on peut en cela voir une avancée, on reste quand même dans quelque chose qui reste de la manipulation politique, dans la mesure où le changement n'est pas perceptible véritablement, parce que c'est les mêmes acteurs qui ont déjà participé au système, qui participent au système. Peut-être ce qui est de remarquable dedans, c'est de comprendre l'itinéraire individuel de chaque leader et de voir que c'est un repositionnement sur un certain nombre d'ancrages dans le système. Tourdon Dacho, on connaît à peu près quel est son itinéraire politique, quels sont ses appuis dans le sérail. Pour le Sénat, on sait qu'il était difficile de faire autrement, et c'est plutôt la présence de la première vice-présidente qui nous indique aussi que cet ancrage, le même ancrage dans le système, dans le sérail, a certainement réussi à faire des manœuvres. Et derrière cela, on nous apprend ce matin qu'il y a une prorogation
du mandat des députés qui va être proposé pour le 20 mars, pour le 20 décembre. Cela veut dire qu'on va encore passer une période de 9 mois sans élection avec ce nouveau président du Sénat. Mais pour moi, l'inquiétude vient sur le fait que j'ai l'impression que le pouvoir joue à gagner le maximum de temps pour ne pas se poser face à la réalité. Parce que l'élection présidentielle a donné une indication, le peuple veut le changement. Et le changement aurait pu s'opérer lors des élections locales, municipales et législatives. Oui. Mais quand on bloque cela, on trouve des artifices juridiques pour ne pas passer à ces élections, c'est parce que le pouvoir veut gagner du temps pour trouver les moyens d'atténuer la colère populaire qui aurait dû normalement se transformer en une force peut-être législative qui permettrait à l'opposition d'avoir une majorité pour pouvoir donc impulser les dynamiques de changement. Or, ici, on se rend compte qu'on est dans la manipulation politique pour ne surtout pas passer aux élections afin de continuer à gouverner le pays avec cette majorité pléthorique qui est en fait composée de responsables politiques qui ont été battus dans leur territoire d'ancrage. Parce que celui qui est aujourd'hui élu président du Sénat a perdu à l'Ouest. De l'Assemblée, l'Ouest a perdu, l'Ouest a voté pour Issa Tiroma sur les résultats qui sont connus. Donc l'extrême nord, ça a été maîtrisé, mais on sait que dans certaines zones, notamment la zone de Kavaï et Guédibril, il y a eu un raz-de-marée pour le candidat Issa Tiroma. Donc je pense qu'il faut que les gens comprennent et que les gens du système, ceux qui manipulent les choses, comprennent que on ne peut pas arriver à sauver ce navire si nous continuons à penser qu'on doit être au service exclusif d'une petite caste de personnes qui manipulent le pays. Il faut qu'on ouvre le jeu. La nécessité au Cameroun n'est plus des petites combines, mais c'est de regarder l'ensemble qui est en train de couler. Parce qu'entre-temps, quand on nous dit de faire de l'analyse politique sur des histoires de parlement, moi je demande que la répercussion sur le plan social, c'est quoi? Quand on change un président de l'Assemblée nationale, en réalité, ça n'a aucun impact sur la vie des Camerounais. Notamment que celui-là ne va rien impulser. Le problème, c'est de réussir à organiser des élections crédibles, équitables, qui permettent de faire émerger une force politique qui représente véritablement les terroirs. Et à partir de là, impulser des réflexions au sein du Parlement pour que le gouvernement soit accompagné vers vers un meilleur traitement des défis et des enjeux du pays. Mais nous restons toujours dans des manipulations et on veut que les Camerounais en parlent. Moi, je vous dis, depuis hier, j'ai envie de rappeler aux gens que Alain Douk n'a pas d'électricité dans son quartier. Et le changement du président du Sénat ou du président de l'Assemblée ne change rien à ça. Par contre, si les députés étaient véritablement des représentants du peuple, cette question de la question de la rareté de l'essai dans certaines zones du Cameroun serait posée sur la table et les responsables seraient appelés par des commissions d'enquête comme ça se fait dans d'autres pays pour venir s'expliquer. On ne peut pas comprendre que le Cameroun mette autant d'argent dans un secteur. On a des barrages qui ont été faits, l'argent a disparu, on n'a pas d'électricité et personne n'est interpellé véritablement. Il n'y a personne devant le tribunal criminel spécial pour justifier l'utilisation de cet argent et pourquoi on n'a pas ce truc. Donc pour moi, vous voyez, c'est pas des personnes. Je ne suis pas contre les personnes. C'est un problème structurel. Nous devons changer l'architecture, notre façon de gouverner ce pays pour apporter un mieux-être aux populations. Roger Kiek-de-Kiki, on parle de cette nouvelle ère qui s'ouvre non seulement à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Est-ce que ça va réellement impacter la vie des populations? Oui, c'est possible. Ma lecture elle va être différente. Vous savez, le Sénat et l'Assemblée nationale sont des institutions très importantes dans ce pays. Alors, elles étaient dirigées, ces institutions, par des personnalités âgées de plus de 90 ans et de plus de 80 ans. Et vous-même, il parlait tout à l'heure de l'état de santé de ces grands barons qui ont passé du temps. Kavaï Guédibril est parlementaire depuis au moins 40 ans, président de l'Assemblée nationale pendant 34 ans. Le président Niat a été vice-premier ministre d'Aïdjo dans ce pays, chargé de l'énergie, éternellement directeur général de la SONEL, jeune ingénieur qu'il était à l'époque, sorti de France. On a passé du temps. C'est la fin d'une époque. Parce que moi, je regarde là,
Théodore Dato qui arrive des hauts plateaux, il a 65 ans. Aboubakari Abdoulaye, je l'ai connu à l'époque secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture. J'allais souvent dans son bureau. Oui. Il avait 37 ou 39 ans. Il était très jeune, fils du Lamido de Rey Bouba, avant de succéder à son père. Lui aussi... Il est l'actuel Lamido du Rey Bouba. Oui. Lui, l'un des Lamidas les plus influents d'Afrique. Oui. Lui aussi a 65 ans. Et moi, je vois donc là ce qu'on appelle un changement générationnel. Que vous le vouliez ou pas, les changements générationnels peuvent impacter les orientations politiques et les choix de développement. Il parlait tout à l'heure de l'électricité. Oui. J'avais envie de lui rappeler que celui qui a géré l'électricité s'appelle Nyadi Fendi Marcel. Et que la plantation depuis laquelle on tirait les poteaux en bois pour transporter l'énergie dans tout le pays est sa propre plantation, dans son propre village. Par exemple, et que son fils, ingénieur formé plus tard, ingénieur polytechnicien, était l'un des représentants de Schlumberger au Cameroun pour fabriquer des compteurs électriques. Le changement générationnel peut donc modifier les choix de développement. Vous savez, un changement est un changement. Oui. Ceux-ci à 65 ans ne peuvent pas avoir les mêmes visions que ceux de 90 ans. Quand on part de 0 pour arriver à 2, il faut toujours considérer qu'on avance quand même. Moi, j'ai regardé hier soir, j'ai vu tout l'ouest du Cameroun accourir au domicile de Dato. Oui. J'ai vu les députés, j'ai vu les Wantou Siantou Lucien, Luc Sindjoun, tout l'ouest était venu là-bas. Vous savez que l'une des plaintes ouvertes au sortir de la présidentielle de 2012, c'est qu'on a mis du feu à Tchang. On a même brûlé l'université. Les populations de l'Ouest avaient pensé que c'est un régime qui met l'Ouest à l'écart de la gestion du pays à travers les grandes institutions. On a mis le feu dans le septentrion aussi, n'est-ce pas? Alors, si deux personnes relativement jeunes et originaires de ces bastions-là arrivent à la tête des institutions importantes, c'est la preuve que ceux du système comprennent quand même aussi les desiderata. Le président de la République, le 10 février, au soir de la célébration de la fête de la jeunesse, a promis ce qu'il a appelé la réforme de l'État. La réforme de l'État, ce n'est pas simplement le renouvellement du gouvernement. La réforme de l'État peut se décliner dans les changements impulsés à la tête de ces institutions importantes. D'accord. Il en reste encore le Conseil économique et social. Oui. Le Premier ministère. Oui. Vous évoquez la possibilité d'une modification constitutionnelle pour faire des... Je veux dire que nous regardons brique après brique parce que nous partons là de 90 ans vers 65 ans, c'est déjà bon. Oui. Et vous venez de l'observer, vous-même vous l'avez dit d'ailleurs, une dame est première vice-présidente du Sénat. Il y en a des dames vice-présidentes de l'Assemblée nationale. J'ai vu Armande Dinbel parmi ces dames-là. Regardons, au moins, ça essaie de bouger parce que c'est un jour nouveau qui se lève. On pensait que ce n'était plus faisable. Ça essaie de bouger et suivons ça, encourageons les gens du système à essayer de libérer un peu d'oxygène pour nous autres. On verra ce qui va se passer, on verra les personnalités qui vont atterrir à la tête des autres institutions, on verra la configuration prochaine du gouvernement. Le président a même dit qu'il y a les directeurs généraux des sociétés d'État, la magistrature, on attend un conseil national de la magistrature. Il y a beaucoup à faire, c'est un peu les travaux d'Hercule. D'accord. Il y a beaucoup à faire, mais disons déjà, apprécions déjà ce qui a commencé. Il faut un début à chaque chose. Merci Roger Kiek de Kiki pour cette analyse. Alain Douk, un opérateur économique à la tête de l'Assemblée nationale, un chef traditionnel à la tête du Sénat. Cette nouvelle dynamique, quel est votre regard? Non. Le problème pour moi, c'est pas les étiquettes. C'est-à-dire que les fonctions qu'on avait avant, auxquelles on a renoncé ou qu'on a pendant qu'on est parlementaire, pour moi, je veux juger sur la base de l'efficacité et de l'opportunité. Bien, des gens ont le triomphe plutôt facile en ce qui concerne un relatif écart d'âge entre ceux qui partent et ceux qui sont là. Mais moi, j'ai plutôt un sentiment mitigé. C'est vrai. Pourquoi? Si on quitte de nonagénaires et d'octogénaires
pour des gens relativement des hexagénaires, relativement moins âgés, c'est un acquis. Mathématiquement, arithmétiquement, c'est une évidence que c'est quelque chose qui pourrait s'interpréter comme une bouffée d'oxygène. Mais alors, jusqu'à quel point? C'est ça le problème. Parce que techniquement, dans ce pays, lorsque vous avez passé 65 ans, on sait que vous êtes bon pour la casse. Hein? Vous avez beau avoir utilisé toute l'hygiène de vie possible, parce qu'il y a des gens très vigoureux à 65 ans, 70 ans, 75 ans même, parce qu'ils sont très disciplinés au niveau de leur vie. Exact. Mais toujours est-il que chez nous, c'est l'âge de la retraite. Donc, du coup, cette appréciation devient mitigée. Bien. Ceci dit, moi, je vends un jeu de chaises musicales. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, je vends un jeu de chaises musicales et vice-président qu'on promeut, juste pour qu'ils prennent la place de ce qu'on a débouté. Et j'en suis encore à me demander comment ceux qui ont été déboutés, si on est sérieux, on peut rester aussi longtemps. Oui. Donc moi j'ai une analyse totalement mitigée de toute cette histoire. C'est l'histoire du RDPC. Parce que c'est des promotions, jeux de chaises musicales. Tu étais vice-président, bon maintenant tu es président. Tu étais vice-président, de l'autre côté tu es président. Bien, il y a une autre reconfiguration. Vous allez voir le chassé-croisé. Du côté du Sénat, on avait quelqu'un de l'Ouest, de la région de l'Ouest. Et là, finalement, on a pris l'Ouest. À l'Assemblée, on a refourgué l'Ouest. On envoie à l'Assemblée nationale. À la première chambre. On a pris... avant, là, qui avait-il à la première chambre? C'était Cavaillé, c'était le Septentrion. On enlève là-bas et puis on retrouve quelqu'un maintenant à Aboubakari qui, lui, est de l'autre côté. Bien, on dit, écoutez... Sur le fait, Aboubakari devient le successeur constitutionnel. Père, d'ailleurs. On pourrait dire lecture. On appelle la transition, je sais pas moi quoi, la translation du pouvoir du côté du Septentrion. Mais non, sauf que l'ingénierie du moment, tant au niveau de ce que j'appelle les spin operations de com et de la factualité au niveau des actualités, nous démontre qu'on est en train de manœuvrer. Et Cyril le disait tout à l'heure, cette élasticité des mandats totalement illégitime de la représentation, mais qu'on rend de plus en plus élastique, parce qu'on est dans un tour de passe-passe où il faut faire passer quelque chose dont on sait que s'il faut objectivement consulter le peuple, ou alors insuffler une nouvelle dynamique de la représentation, cette manœuvre-là, le projet en question risque de ne pas passer. Donc, c'est simplement un jeu politicien. Nous sommes dans les mêmes configurations, excusez-moi. Je vois simplement des manœuvres qui permettent de perpétuer le pouvoir détenu par ceux qui sont là, cette gérontocratie qui a pris d'assaut, qui fait un siège sur le pouvoir. Il n'y a rien de nouveau. Moi, je vois rien de nouveau. Merci Alain. Voilà. Donc c'est comme ça. Merci Alain Douk, merci à vous chers panélistes pour cet arrêt. Vous voulez ajouter un mot rapidement en disant que on ne peut pas reprocher à un système d'essayer de faire sa propre mieux. Le Sénat, ce sont des institutions centrales. On ne les confie pas à des mains inexpertes et inexpérimentées. Et c'est quand même pas juste de penser que le président du Sénat est le futur dirigeant du pays. C'est pas comme ça. Il y a un maillage institutionnel. En cas de vacance du pouvoir, le président du Sénat actuel va prendre le pouvoir pendant un certain temps pour organiser des élections, alors pour organiser la transmission du pouvoir. Mais justement, ça c'est légitime. C'est légitime pour un système d'essayer de s'organiser. S'organiser pour ne pas vaciller, parce que les lendemains de la dernière présidentielle ont failli nous plonger dans le feu. Et ces gens-là sont obligés de s'organiser rapidement pour ne pas tomber. C'est légitime. Si j'étais de leur système, je fonctionnerais pareil. Même vous. Qu'est-ce qui calibre, je veux comprendre un tout petit peu. Qu'est-ce qui calibre en fait les compétences là? C'est parce que forcément vous avez été longtemps vice-président que vous êtes compétent pour être président. C'est légitime pour leur... D'ailleurs, je veux qu'on soit sérieux objectivement. Organisez-vous. On sait... Oui. Dans la représentation, on a un grief même d'abord populaire contre ces gens, parce qu'on ne sait pas trop. Comment ils sont arrivés là-bas? Non, c'est pas ils ont été élus. Comment ils sont arrivés là-bas?
on ne sait pas trop ce qu'il faut. Ils sont été il faut qu'on soit clair. Déjà que sur la Bah, question du Sénat, sur la question du Sénat, je l'ai dit. Sur la question du Sénat, je l'ai dit. Dans 6 mois. Pour une démocratie telle que la nôtre, j'ai dit que la question du Sénat, vous chutez très rapidement, c'est pas le sujet à l'ordre du jour. Le Sénat est sujet à controverse, où nous l'avons copié. En France, on se pose la question de la pertinence et de la légitimité de cette deuxième chambre. Ici, chez nous, on peut voir cette sécrétion parlementaire, législative. On ne la voit pas. On parlait encore hier récemment, c'était encore récemment là, de leur engagement à véritablement légiférer dans les intérêts du peuple. Quand on constate qu'en réalité, ils ne sont qu'une caisse d'enregistrement. Le peuple envoie, c'est vrai. Des tribunes d'enregistrement du pouvoir exécutif. C'est à questionner. Et justement, il ne peut pas en être autrement. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité obèse du pouvoir, d'une entité qui a pris le pouvoir en siège. Merci chers panélistes. Nous allons certainement revenir dans nos prochaines éditions. C'est pas le sujet à l'ordre du jour. Merci d'avoir participé à cet arrêt majeur. C'est ce point de la revue de presse de ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est l'instant de la dénonciation et ce sera après cette transition. Alain Douc signe la dénonciation de ce jour. Dans son cahier, il ouvre une nouvelle page ce mercredi. Alain Douc, la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin, il va quelque peu, entre guillemets, fusiller les femmes africaines. Notamment les femmes, comme on dit, mélanodermes. Je vais dénoncer en ce matin ce travestissement, ce manque de fierté, cet esprit d'abaissement qu'on retrouve dans l'esprit et la vie des femmes africaines et notamment camerounaises et qui s'illustrent comment? Elles ne sont pas fières de ce qu'elles sont. Les cheveux, il faut les chouler, je sais pas moi, défriser. On n'arrive pas à garder le naturel de sa capillarité. Les cheveux afro. Encore que, parfois même, c'est vrai que la nature, dira-t-on, ne nous a pas doté forcément de beaucoup de capillarité de ce côté-là, mais il y en a certaines en ont assez. Et on remarque qu'on ne valorise pas, même en ces moments-là, notre culture, par exemple, des tresses hyper accessibles, faciles, et qui présente même, selon certaines appréciations, la femme africaine camerounaise sur son plus beau jour. Non, on veut des greffes. C'est-à-dire que quand on fait les nattes, c'est pour aller accrocher ces morceaux de plastique, ou je sais pas moi, de capillarité pris, je sais pas moi, dans quel temple en Inde, ou je sais pas moi où, au Japon, je sais pas. C'est ça qu'on veut mettre. Et parfois, on fait des problèmes aux gens, aux hommes pour ça. Parce que parfois, ce plastique, il a son prix. Et quand c'est alors les vraies capillarités, là, ils appellent ça les greffes indiennes. Là, les naturels. Oh, ça coûte. Ça coûte ce que ça coûte. Et on vous met au travail, comme on dit au quartier, pour que vous puissiez lui offrir cela. Donc, c'est un vrai problème. Ça ne s'arrête pas là, sur la problématique de ce naturel qu'on ne veut plus. Et notre identité qu'on prostitue, ça va loin. Parce qu'il y a aussi la problématique de notre complexion, le teint. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais désormais, il semble que quand tu n'es pas clair de teint, tu n'es pas belle. Dans notre contexte. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Donc apparemment, pour être belle, jugée comme étant belle, on s'est donné des nouveaux standards de beauté. Celle qui est jolie, c'est celle qui a la couleur d'un taxi. Pour celle qui est jaune. Qui est jaune. Pas pour tout le monde. Hein. Non, mais j'ai l'impression, sinon elle se dépigmente. Pourquoi? Je veux comprendre ça. C'est la couleur présidentielle. Oh, moi alors je ne suis pas d'accord, et c'est ça que je fustige en ce matin. Roger. Désolé.
Merci Alain Douk pour ces dénonciations de ce matin et nous allons tout d'abord prendre la réaction de Cyril à propos de ces dénonciations. Alain Douk qui a donc pu faire un constat, ces dames qui se dépigmentent la peau pour soi-disant vouloir être plus belles que ce qu'elles sont, ces dames qui en rajoutent un peu plus, hein, des artifices, on parle de faux cheveux, on parle de cils, on parle de tout ce qui va avec, faux ongles et tout. Alain Douk interpelle les femmes africaines à rester naturelles ce matin. Ben, écoutez, le sujet peut avoir deux volets. On peut le définir comme étant une histoire de goût. Oui. Bon, il y a un autre aspect, notamment sur la dépigmentation, qui est un problème sanitaire. Oui. Parce que c'est la mise en danger de la santé. Donc, je vais m'appesantir sur les histoires de goût. Je crois qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées pour dire que on s'est donné des standards qu'on a copiés sur l'Occident, oui. les réseaux sociaux, peut-être parce que par la colonisation, on nous a vendu le rêve de ce que pour être beau, pour être bien, il faut s'habiller, il faut se comporter comme les Occidentaux. Oui. C'est-à-dire que nous, on mangeait avec nos fourchettes, et puis on nous a dit que avec les mains, on nous a dit que non, on ne mange pas les mains. Ce qui fait que dans certains restaurants aujourd'hui, vous voyez des gens manger la sauce jaune avec la cuillère et le couteau. Donc ensuite, on a dit que pour que la femme soit belle, il faut que les cheveux soient lissés. Donc moi, de ma génération, on a connu le fameux curly que les femmes faisaient, tout ça. On faisait les défrisages entre elles, faisaient ça au quartier. Après, aujourd'hui, on est dans l'histoire des greffes. Donc je crois qu'il y a une évolution des standards de beauté qui sont calqués sur l'Occident. Et il y a, comme Alain Douk le dit, des personnalités comme lui qui reviennent à une certaine nécessité d'authenticité. Mais c'est une question de goût. Pendant que vous fustigez ces greffes naturelles et chères, il y a des gens qui sont très contents de les acheter par dizaines pour les offrir à eux. Lorsque madame n'a pas ça, il n'est pas heureux. Vous voyez. Donc là, tant que ça ne met pas en danger véritablement la vie de la personne, comme la dépigmentation, j'estime que bon, si ce sont des artifices, vous savez, les femmes mettent la perruque aujourd'hui comme vous mettez une chemise. Hein. Il y en a qui, selon qu'elle est habillée avec tel type d'habit, elle met une perruque, je ne sais pas quoi. Et ces perruques ont des couleurs aussi. Ont des couleurs. Donc c'est un masque qui est pour porter. Tant qu'il ne met, pour moi vraiment, tant qu'il ne met pas la vie en danger et qu'il correspond au goût et au standard peut-être du partenaire ou de la partenaire, tout se passe bien. Le seul bémol, comme j'ai dit, c'est des questions de santé publique, où on sait que les cas de pigmentation après créent des cancers. Les ongles qu'on pose avec des cols qui ne sont pas associés et tout, des résines. C'est tout, mais... Il y en a aujourd'hui qui n'ont plus d'ongles véritablement et tout, qui ont beaucoup de problèmes de santé. Aimé Cyprien Olinga, cette dénonciation d'Alain Douk, certainement, vous avez un mot à dire. Nous voyons des femmes aujourd'hui qui s'éloignent du naturel et qui en font bien sûr de l'artificiel leur quotidien. Il y a d'autres hommes qui apprécient, il y a d'autres hommes qui sont mitigés à propos de ce phénomène qui gagne du terrain de plus en plus. Oui, comme le disait le précédent intervenant, je pense que c'est une question de goût. Et puis nous sommes en train de construire des sociétés de liberté. Où évidemment on ne va pas mettre des gens dans des espèces de prisons, des prisons psychologiques. Les standards de beauté sont du goût des uns et des autres. Moi je peux apprécier justement des femmes naturelles et mon voisin peut apprécier justement des femmes qui ont adopté ces standards-là. Je crois que le plus important c'est de laisser les gens s'épanouir, les femmes s'épanouir. Tant que ça ne met pas justement en cause leur état de santé. Parce que, par contre, la dépigmentation, pour moi, me semble problématique. Parce qu'elle peut mettre en cause l'état de santé de nos sœurs, de nos épouses. Bon, pour le reste, les greffes, d'ailleurs, il n'y a qu'à... D'ailleurs, le phénomène des réseaux sociaux, il est là. Lorsque vous observez les influenceuses, les dames qu'on appelle... influenceuses, vous verrez bien que c'est à peu près ces standards-là qui sont valorisés. Vous voyez une dame, parce qu'elle s'est dépigmentée, elle porte une très belle greffe. Elle a de longs ongles. Elle a 1 million, 2 millions de followers, n'est-ce pas? Et vous verrez celle qui est naturelle, qui porte les nattes des chenous, et vous verrez probablement... à peine 1000. 3000, 2000 followers. Donc c'est des standards que la modernité nous impose. Nous pensons qu'il faut laisser
les dames s'épanouir si cela ne met pas en cause leur état de santé. Roger Kek de Kiki, Alain Douc, lors de sa dénonciation, a présenté une autre situation. Ces artifices des dames ruinent certains hommes. C'est un problème culturel. Vous savez, quand le colon est arrivé ici, il gardait souvent le miroir à nos chefs traditionnels. Quelqu'un se voyait dans un miroir, il se projetait et il attrapait 10 esclaves, il donnait juste pour un miroir. On leur gardait du rhum aussi. Et puis pour ceux qui avaient commencé à avoir des cheveux blancs, on leur a gardé du black. Au point où, moi j'ai eu des parents qui prenaient le cirage pour cirer leurs cheveux, et ben, pour rester vieux jeunes. C'est culturel parce que ce sont des valeurs importées par l'autre civilisation. Oui. Parce que la civilisation africaine, ma grand-mère, la mère de mon père avait des tatouages, des scarifications sur la peau. On pouvait dessiner des choses sur la peau des dames. Elles étaient belles. Il y avait ma grand-mère avait aussi une petite plante qui produisait du vernis traditionnel, l'oréné. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre ces feuilles-là sur la peau et donner des couleurs multiples, des teintes pour embellir les femmes. Ça, c'est culturel, c'est africain. Alors, ressembler à un blanc, ça vient aussi de l'autre côté. Tous nos parents qui sont allés étudier à l'étranger, c'était un plaisir de ramener à Baham ou à Baranté une femme blanche, non? C'est-à-dire que quand on ramenait une épouse blanche, on était bien vu, on était l'élite. On constituait l'élite. Et plus tard, ceux qui ont eu beaucoup d'argent, regardez les dirigeants africains. Nos chefs d'État ont parfois des épouses blanches ou métisses. Oui. C'est la couleur présidentielle. Ça fait rêver. Le jour où Aimé Cyprien aura le bonheur d'arriver au palais, il aura l'une de ces femmes-là. Oui. Parce qu'il va d'abord devenir polygame comme le président Bassirou Diomaye Faye. Je le suis déjà. Ah voilà. Et tu n'as rien contre la couleur présidentielle. L'une de tes femmes est brune, non? Certainement. Évidemment. Il sourit. C'est vrai, président, je te connais. C'est la couleur des chefs d'État. Elle aussi est naturelle. Il y a des belles noirs aussi. Elle, tous les deux. Même qui a des cheveux très courts. La beauté, elle est dans la diversité. Oui. Voilà. Mais il y a un travail culturel et d'éducation à faire. Vous savez que il faut éduquer les gens. Oui. On peut être beau. Parce que des fois, on prend les huiles naturelles, l'huile de palmiste là. Oui. Si vous allez dans les rayons où on vend l'huile de coco ou l'huile de palmiste naturelle, comme huile essentielle pour nettoyer les pores, ça ne coûte pas 10 francs. Hein. Ah oui. Ça coûte. Mais nous avons ces huiles. Nous avons la chance d'avoir du cacao, du beurre de cacao et tous ces produits ici pour être beaux. Mais c'est que les autres veulent nous dire que la valeur vient de là-bas. La valeur de chez nous est une contre-valeur. Il faut donc faire un travail culturel pour produire la valeur exacte et ramener les uns et les autres à l'idée exacte que le noir est beau. Black is so beautiful. À l'époque d'ailleurs, les curly en question venaient avec des photographies des femmes noires américaines pour vous vendre que oui, le noir peut se transformer. Mais en fait, il faut retourner au noir authentique. Je crois que comme Alain Douc a commencé, les autres peuvent suivre cette heure, même à la maison. Vous pouvez dire à votre épouse que ici, là, ça commence à un peu gratter fort, là. Oui. Il faut un peu. Donc, c'est un travail culturel à mener pour retrouver la normale. Alain Douc, face à cette situation, lorsque vous avez présenté la dénonciation, vous étiez un tout petit peu courroucé parce que beaucoup de dames, aujourd'hui, ne font plus attention à leur santé et c'est ce qui attire notre attention ce matin. La situation est d'autant plus dramatique qu'on voit même des hommes qui se laissent aller à ce jeu. Eux aussi veulent immédiatement devenir clairs. Parfois, ils se chôlent les cheveux, on ne sait pas trop à quoi ça rime tout ça. Ah, quand vous êtes là dans une... Vous avez connu James Brown? Oui. Vous avez vu Michael Jackson? Justement, c'est des exemples. Maintenant, il y a une génération de jeunes là, très barbus. Je veux comprendre. Quand vous êtes dans une économie où la cosmétique, il y a une bonne part de marché totalement consacrée à immédiat clair. Vite clair. La clair, des choses comme ça. Je te dis quand même à un moment, non, il y a un problème. Il y a un problème. On n'est pas en cabale contre la complexion claire. C'est une nuance dans notre complexion fondamentale. Toujours black. Il faut bien qu'on comprenne la nuance. Oui. Mais le problème, c'est le déni de soi. Le déni de soi, le déni de ce qu'on est, de son identité. Je suis né, je suis noir. Et après,
Il y a beaucoup de camarades que je ne reconnais plus. Hein. Quand vous devenez là, ou un de mes camarades, j'ai du mal. Il me rappelle que nous étions en classe de 3e ensemble. Il dit, mais à l'époque, tu étais noir, mon gars. Il y a des noirs qui n'aiment pas le manioc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des noirs qui ne mangent pas le manioc. C'est assez inquiétant. Je ne vais pas revenir sur le corollaire sanitaire que vous avez si éloquemment évoqué. Mais c'est nous qui parlons ici vraiment de la dialectique entre l'Occident et nous, revenir à une logique et une philosophie afrocentrique, etc. Donc c'est sur d'autres problématiques politiques ou je ne sais pas moi quoi, mais sur des éléments essentiels de la culture, là vous commencez à faire tenir un discours mitigé. Pourquoi? Je veux comprendre ça. Hein? La restauration donc de cet afrocentrisme prend en ligne de compte ces aspects culturels. Absolument. Il faut les intégrer. Qu'est-ce qui fait de toi, le Camerounais, le noir? Il faut qu'on en parle. Bien, elles sont là, elles veulent à tout prix avoir. Vous l'avez vu avec Beyoncé. Regardez Beyoncé, la star de musique quand elle commençait, et regardez sa complexion aujourd'hui. Est-ce que vous savez, j'ai lu l'histoire de James Brown d'abord. Oui. Les grandes maisons de production comme Virgin, qui l'ont pris à l'époque, ont exigé qu'il ait le... C'est-à-dire on a dilué son authenticité noire à travers une coloration. Pareil pour les grandes maisons qui ont repris Michael Jackson après les Jackson 5. Vous voyez que c'est des industries culturelles donc, il y a qui conçoivent cela pour complètement diffuser. Il y a toute une ingénierie de la dénaturation, de la perversion du noir. Il faut qu'on le sache. Ça va dans tous les aspects de la vie spirituelle, religieux, philosophique, culturel. Et on voit ça. Donc si vous êtes d'accord avec le retour à un certain afrocentrisme sur d'autres sujets, il faut qu'on repense aussi cet aspect-là. Oui. Hein? Pourquoi on veut à tout prix avoir des cheveux de ces autres femmes-là, etc. Merci. Comme si, en restant nous, avec des cheveux d'Africaine, on n'était pas belle. Et tu as bien fait d'évoquer cela. Je suis rentré là il y a quelques jours en cage de maquillage ici. La maquilleuse me fait la réflexion. Mais alors j'ai l'impression que tu es devenu un peu plus clair là. Je lui dis, oui, je lui dis forcément. Je sais pas, peut-être que tu as raison. Je lui dis, tu sais ce que je suis en train d'utiliser là sur le moment? Elle me dit non. Je lui dis, ben, j'utilise pour moindre... Voilà, déjà que je n'aime pas moindre, mais j'utilise peut-être pour moi l'huile d'olive. Si tu manges l'huile d'olive, l'huile de palmiste que vous avez indiqué, si tu manges certains aliments, tu prends du beurre de cacao. Voilà. Si tu consommes de l'aloe vera, tu consommes, parce qu'on en consomme, ça va produire dans ton organisme des évaporations, du nettoyage par la peau, et tu peux avoir une meilleure qualité. La façon de vivre aussi. Justement, nos mamans disaient que l'huile de palme... Je lui ai parlé de l'huile d'olive, mais je lui ai pas dit que sur le moment, je mangeais beaucoup de fruits sur la période où elle me fait cette remarque. Oula. Merci, merci Alain. Il y a tout ça, les gars. Prenons ça en ligne de compte. Merci, chers panélistes. Nous allons prendre quelques réactions ce matin. Bonjour TVB et à tout ton panel. Merci, bonjour. Le pouvoir en place n'est pas au service de la population. Ces gens sont là pour mettre le peuple en difficulté. Ils confisquent les biens communs à leur profit. Je ne sais vraiment pas ce que ces gens donnent à Roger. Il les défend. Je ne les ai pas défendus. Voilà. J'ai expliqué ce qu'ils font. Voilà. J'ai analysé et expliqué ce qu'ils font. Le peuple est prêt à les sanctionner comme en octobre dernier. Ils le savent. C'est pourquoi ils jonglent pour gagner en temps. Hilaire de Niga qui nous écrit ce matin. Bonjour à vous. Vraiment, cette dénonciation est vraiment réelle puisque je vois des hommes qui se décapent la peau juste pour être beau. Plus précisément, une tribu là. Est-ce que je dois la citer? Ne cite pas. Je ne peux pas la citer. Mon gars, laisse. Mon gars, laisse. Suleiman Amara depuis Bafia. Merci. Cette tribu-là, moi, je ne la cite pas. Hein. Toi et moi, nous connaissons. Du côté de l'Ouest? Oui. On les Grassfield. Est-ce que les Congolais sont de Grassfield? Bon, il parlait d'une tribu au Cameroun. Pourquoi? C'est des faits. Bonjour le plateau. Vraiment le Cameroun me surprend de plus en plus. Bientôt on ne saura plus si on parle à une personne ou à un filtre Instagram en direct. Entre fossiles version Balai 9, greffe sortie tout droit de Hollywood et des pigmentations façon édition limitée, le naturel est devenu une espèce en voie de disparition.
Plus sérieusement, au-delà du style, il y a un vrai enjeu culturel et même spirituel. À force de vouloir changer notre apparence, est-ce qu'on ne finit pas par rejeter ce que nous sommes profondément? C'est une interrogation. Notre identité, notre héritage, notre peau, ce n'est pas un défaut à corriger, c'est une richesse à préserver. Parce qu'au final, si nos grands-mères nous voyaient comme ça, elles allaient demander si on est possédé ou juste perdu en chemin. Grande salutation à Roger Kiek de Kiki sur le plateau. On vous regarde fort, Arnold Safé. Bon, je sais pas, on vous regarde fort. Oui, Safé, il est en Europe. Je crois qu'il est en France. Bon, un petit commentaire. Hein. Oui. La mélanine que ces gens fuient, s'ils savaient combien ça coûte. Elle protège énormément. Oui. Bon, il y a quelqu'un qui dit bonjour monsieur Bia, dénonciation d'un frustré. Non, loin de là, hein, vraiment mon gars. La vie est un choix. Non, ce que tu n'aimes pas, les autres aiment. Il demande que ça te fait mal où? Ce sont tes femmes. Ah ben c'est son avis, il a aussi raison d'avoir son avis. C'est la mine depuis Douala. Merci à la mine qui tacle légèrement Alain Douk ce matin. Alain Douk qui demande de laisser les femmes le truc tranquille. Bonjour à vous. Michael Jackson souffrait d'une maladie appelée le vitiligo. Il avait aussi le vitiligo. Oui, l'une des façons pour pallier cette maladie peut nécessiter harmoniser la couleur, les taches blanches causées par la maladie sur toute la peau. Il n'a jamais délibérément décidé de changer de couleur. La maladie vitiligo de type général était celle dont l'artiste souffrait. Sauf que il y a des gens qui ont le même vitiligo. Et qu'ils conservent ça tel quel. Moi, j'ai même vu des modèles avec des modèles mais surtout, il faut que tu saches que dans la pop de Michael Jackson, ses producteurs ont mis beaucoup de rock, de guitare rock dedans. Grosso modo, c'est ça, mais il avait le vitiligo, c'est vrai. Bonjour TVB, je remercie Alain pour cette dénonciation. Malheureusement, les porteurs sont d'abord ceux qui promeuvent cette acculturation. Difficile à revenir en arrière. Il parle des porteurs. Oui, l'argent. Pardon, je veux le contact WhatsApp d'Alain Douk. Vous me l'avez promis hier. Ah oui, vous l'aurez tout à l'heure. À la fin de cette émission. Bonjour le panel, ma langue, ma culture, mes cheveux, c'est mon ADN. L'altérer n'est pas négociable. Merci à ce panéliste, malheureusement, qui n'a pas donné son nom ce matin. Salut, je voulais juste dire que je suis un peu déçu par la situation dans notre pays. Les dirigeants ont des responsabilités envers les citoyens et je pense qu'ils pourraient faire plus pour nous. C'est frustrant de voir des promesses non tenues et des problèmes non résolus. On mérite mieux. C'est Owona depuis Obala qui nous écrit ce matin. Autre réaction à retrouver ce matin via SMS. Je pense qu'ils sont nombreux à réagir ce matin. Mais nous allons revenir tout à l'heure, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. C'est le temps pour nous de faire une fleur à nos partenaires qui nous font confiance. A tout de suite pour la suite de cette émission. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SAGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SAGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun.
Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, l'hôpital Jameau de Yaoundé organise la Semaine mondiale de lutte contre le glaucome. Du 16 au 20 mars 2026, venez profiter des consultations et le dépistage gratuit, des séances de counseling, des lunettes disponibles sur place avec des réductions allant à plus de 30% sur tous les examens. Préserver la vue n'a pas de prix, se faire dépister à temps est la meilleure solution. Ne laissons pas le glaucome nous voler notre vue. Mesdames, Messieurs, merci de toujours être des nôtres. C'est bien sûr votre émission Espace Miné, 10h, 11h52. Nous déminons l'espace ensemble. Voici à présent l'instant de l'analyse. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette affaire, diaspora africaine et mariage dans le pays d'origine. Nous parlons des enjeux aujourd'hui pour essayer de voir qu'est-ce qui peut motiver les jeunes ou alors la diaspora africaine à revenir épouser des femmes en Afrique, dans leur pays d'origine. Pourquoi d'autres ont des ambitions, pourquoi d'autres ne sont pas motivés à le faire. Nous présentons les enjeux ce matin et vos réactions sont attendues. Aimé Cyprien Olinga, nous nous intéressons à la diaspora africaine qui a beaucoup à donner au pays d'origine, mais aujourd'hui on parle de mariage parce que nous avons constaté que beaucoup beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes de cette diaspora africaine reviennent pour la plupart du temps en Afrique pour épouser des femmes ici, repartir avec ces femmes, parfois laisser ces femmes ici en Afrique. Quels sont les enjeux réels de ces mariages que nous observons souvent sur le plan social, en société, où c'est ceux qui sont du côté de l'Occident, de l'Asie ou encore des États-Unis ou alors de l'Amérique reviennent pour la plupart du temps chercher des femmes dans leur pays d'origine? Moi, les miennes ne sont pas... Je ne suis jamais parti pour venir chercher, donc je vais juste analyser de manière générale cette situation. Il y a deux ou trois raisons qui peuvent justifier cet état des choses, parce que j'ai également certains membres de la famille, certains amis qui sont partis et qui sont venus se marier. Il y a d'abord un problème culturel. Il y a un problème culturel, on parlait tout à l'heure de la culture. Je ne sais pas. Il y a certaines ethnies au Cameroun, je ne vais pas les citer, qui n'aiment pas épouser des étrangers. Et c'est culturel. C'est-à-dire qu'en partant d'ici, les parents, les parents vous font comprendre que effectivement là où tu vas là, ne me ramène pas. On parlait des chefs d'État africains qui ont des blanches, et donc, déjà en partant, le garçon sait que lorsqu'il se serait stabilisé sur le plan social, la première chose qu'il y a à faire, c'est venir se marier. Sa femme est au pays. Sa femme est au pays. Il y a d'ailleurs certains avant de partir se chercher entre griffes, comme on se dit, on dit, laisse déjà des fiancés au Cameroun, dans notre pays. Donc il y a ce problème culturel qui fait que certaines ethnies ne leur dites pas d'aller prendre des étrangères parce qu'il aura passé 5-10 ans en Europe. Il reviendra toujours prendre épouse au pays. C'est culturel. Et il y a aussi des considérations d'ordre social. Des considérations d'ordre social. Certains africanistes, enfin ceux qui sont très ancrés dans leur culture également, pensent que lorsque une femme est partie également se chercher, et qu'elle a acquis un certain nombre de valeurs occidentales, j'insiste, elle devient difficilement maîtrisable dans
le foyer, la tendance à chercher l'égalité, sinon parfois le dessus. Donc, de ce point de vue-là, certains estiment que pour avoir une bonne épouse, logiquement, il faut toujours revenir à la source, prendre celle qu'on peut encore mouler, pas celle qui allait se faire mouler dans le moule de l'Occident. C'est la deuxième raison pour ces quelques amis et quelques membres de la famille que j'ai approchés et qui ont fait ce type de mariage. La troisième raison peut également être que nous sommes africains, nous sommes noirs. Lorsque vous ne voulez pas faire des métis, quelqu'un parlait des métis tout à l'heure, il est tout à fait logique, n'est-ce pas, que vous veniez au pays pour chercher une bonne épouse, conformément au goût de mon frère à côté, qui a des cheveux trapus, qui est noir ciré, qui incarne les valeurs africaines. Je crois que c'est quelques trois raisons, peut-être qu'il y en a d'autres. Ils peuvent logiquement, pour quelqu'un qui est minimalement bien constitué, justifier ce retour à la source pour les cas de mariage de nos compatriotes de la diaspora qui viennent de temps en temps, sinon régulièrement se marient au pays. Roger Kiekdekiki, nous constatons que pour ce cas de figure, c'est beaucoup plus les hommes qui viennent pour la plupart du temps se marier au pays. Les femmes ne viennent pas pour la plupart du temps. Hein. Les femmes, quand elles sont parties, c'est un peu compliqué. Tout à fait. Oui. Donc, qu'est-ce qui pourrait justifier cette manière de faire les choses? Voilà, je vais commencer par un bout. Parce qu'il y a tellement de choses qui me traversent la tête. J'ai discuté un jour avec notre papa, le professeur Joseph Oona, le père de Mathias Eric Onankini. Il est docteur en France dans la vingtaine, 25 ans, etc. Et il m'avait dit, enfin il nous avait dit, on partageait un repas, que quand il partait, son grand-père lui a dit que Bombo, je ne veux pas que tu ramènes une blanche ici. Et le père là, pour quelqu'un qui a fait des si grandes études en France, il avait gardé même l'accent. Vous suiviez souvent son ton quand il parlait. C'était un Ewondo authentique. Et il est revenu, et il a épousé une Camerounaise. Vous savez, les mamans sont importantes dans l'éducation de leurs enfants. Et moi-même, quand je voulais me marier, je voulais aussi faire plaisir à ma maman, parce que je pensais qu'elle avait son mot à dire. Chaque fois que je trouvais une fille, je l'amenais à la maison. Et je m'intéressais toujours au point de vue de ma maman. C'était au casting. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Parce que le papa, il était... Pour mon père, il n'y a pas de frontières. C'est maman qui gérait le casting. Pas qu'elle gérait. Quand elle a regardé, elle va me faire un point de vue, elle va me donner son point de vue. Celle-là. Etc. C'est comme cela, alors que vous avez... Il a dit tout à l'heure qu'il y a des tribus camerounaises, effectivement, où la maman a son mot à dire. Si vous prenez même une femme, sachez qu'un jour ou l'autre, la maman va débarquer du village avec une fille choisie pour vous, dans la famille de ses amis, de ses copines, pour la mettre à la maison. Parce que pour nous, mamans africaines, un homme, un vrai chef n'a pas qu'une seule femme, etc. Bon, c'est une éducation, c'est culturel, etc. Et donc, en Afrique, on faisait des petites recherches. On fait des recherches, on fait même parler l'araignée. Est-ce que vous appelez l'ongambi? Parce que quand on veut te donner une femme au village, comme on faisait autrefois, on regarde dans sa famille. Est-ce que dans sa famille, là, les femmes restent beaucoup à mariage? Et puis, c'est comme un test d'ADN. Est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que vous allez pouvoir faire des enfants? Ailleurs, on regarde tout ça. Et on vient te donner une femme à même de pouvoir t'engendrer une famille, etc. Mais ça a changé. Nous sommes dans le modernisme aujourd'hui. Les gens se rencontrent partout. Moi, j'ai d'ailleurs des cousins et des cousines. Tous se sont mariés à l'étranger. Moi, je suis souvent avec mon tonton, leur papa, on en discute. Les garçons ont épousé des Martiniquaises, des filles des Sud-Africains, des Congolais, des Rwandais. Qu'est-ce qu'ils viendront faire ici? Parce que quand tu épouses quelqu'un, tu t'attaches aussi à sa terre, parce que le mariage fédère les gens et vous devenez un, même si vous êtes de deux pays différents. Mais concrètement, la diaspora, quand moi j'ai lu la thématique, diaspora africaine et mariage dans le pays d'origine, j'ai compris. Parce que, en réalité, nous pensons toujours que les femmes de l'autre côté sont trop émancipées. Parce que là-bas, c'est l'émancipation. Tu ne peux pas pincer l'oreille de ta femme.
tu ne peux pas la gronder. Les gens vont débarquer à la maison pour te dire de sortir et d'aller faire un tour. Pour que tu reviennes là, il faudrait qu'elle admette que tu puisses revenir. Et maintenant, nous venons ici chercher une fille que tu peux gifler de temps en temps quand tu es fâché. Parce que chez nous, tu peux la gronder. Tu peux pincer son oreille. Dans l'autre culture, ça ne s'entend pas. C'est impossible. Tu peux sortir plus tard. Oui, tu peux sortir, tu rentres tard. Elle n'a pas. Ailleurs, si tu rentres tard, elle va fermer la porte. Tu ne vas pas rentrer dans la maison. Donc, et de ce fait-là, le mariage aussi est devenu une occasion pour des filles ici, pour nos sœurs, d'avoir le visa et de partir à l'étranger. Parce que dans ce lien mariage et diaspora, il y a beaucoup de calculs et d'opportunisme aussi. J'ai même des proches qui ont pris des femmes ici, arrivées là-bas, la femme, quelqu'un d'autre la prend, la récupère à maintes reprises. Parce que quand la femme est partie d'ici, elle ouvre les yeux au sein de la société occidentale. Parfois étant ici, elle a déjà commencé à préparer le terrain là-bas. Tu viens, tu l'épouses. Et ceux qui te la donnent ouvrent une brèche pour le reste de la famille. Parce que quand elle sera là, elle a pour mission de faire traverser les autres petites sœurs qui sont là. Où est donc le projet entre deux personnes, deux âmes qui se sont rencontrées pour essayer de fonder un projet de vie? Enfin, pour essayer de fonder, de bâtir quelque chose. Vous voyez que là, on s'est mis entre parenthèses. Et c'est pour ça que je pense que le mariage doit être un projet de deux personnes qui se rencontrent. Et quand on aborde les familles, parce que le mariage c'est aussi les familles, ça devient un projet de deux familles qui encadrent deux personnes afin que ces personnes puissent se bâtir, se développer avec les conséquences positives que cela pourrait engendrer. Chaque fois qu'on a mis des calculs d'opportunisme, des calculs d'argent, des projets égoïstes dans le mariage, ça ne produit rien de bon. Donc, la diaspora est donc devenue une planche de salut. Même les hommes, les gigolos épousent aussi. Il y a des hommes qui partent, il y a des filles qui viennent chercher quelqu'un ici pour l'amener là-bas. Une chanteuse récemment. Oui, il y a une chanteuse qui pleurait ici. Elle a amené quelqu'un là-bas et ce quelqu'un a disparu, a fondu dans la nature. Vous l'appelez comment? Petit Eto? Petit Eto. Vous connaissez l'histoire du Petit Eto? Et Tchakala. Je le fais la parenthèse. Donc en réalité, ces mariages entre diaspora et personnes restées ici manquent de plus en plus de sincérité. Ce sont pour la plupart des mariages opportunistes qui ne produisent pas ce qu'on est en droit d'attendre d'un mariage. Parce que si vous avez la chance, votre fils rencontre quelqu'un de bien, même s'il n'est plus de ce monde, votre belle-fille viendra vous enterrer. La belle-fille viendra. La belle-fille sait que le papa de son époux est devenu son papa et vice-versa. Donc ces mariages-là, empreints de calculs de toutes sortes, ne m'inspirent pas grand-chose. Cyril Tchamba, nous sommes bien sûr au niveau des enjeux de ce type de mariage. Nous voyons des Africains qui pour la plupart du temps veulent toujours revenir dans leur pays d'origine pour prendre une épouse, pour la plupart du temps même d'aucuns appellent leur frère. Vraiment, je me suis déjà bien installé ici, trouve-moi une copine là-bas, trouve-moi une fille sérieuse. Quand je viens en décembre, on essaye de voir comment on organise les choses, si je peux même l'épouser. D'aucuns ne connaissent pas souvent les filles qui viennent prendre ici au pays parce que tout est parfois arrangé. D'aucuns font des rencontres sur le net, d'aucuns ont laissé des petites fiancées avant de partir du pays. Toujours est-il que ces mariages ont des enjeux. Oui, en fait, le Roger Kiek de Kiki a brossé quelque chose qui est très large parce qu'il y a les mariages, il a fait un exposé qui peut s'appliquer même à notre contexte local. Les raisons véritables qui font des mariages et qui en produisent des échecs. Et puis il y a le mariage spécifique, c'est-à-dire le mariage de diaspora. Le gars qui est parti ou la fille qui est partie, qui vient prendre quelqu'un ici. Bon, comme c'est le thème là, je ne vais pas aller sur son volet, mais parce que ça pourrait expliquer une partie du problème. C'est-à-dire une vision du mariage axée sur l'intérêt strict. Et selon que vous êtes fortuné parce que diaspora, peut-être diaspora, vous êtes bien-être, à l'aisance. À l'aisance, donc l'intérêt pour vous est différent. J'ai souvent vu même des situations où
le gars qui était au quartier, la fille ne s'intéressait pas à lui, elle ne savait même pas. Et un jour, quand il est parti de l'autre côté, comme on dit, puis il reçoit un WhatsApp. Ouais, et WhatsApp de comment tu vas? C'est cette fille qui écrit. Le Gaou a déjà pensé. Subitement, elle trouvait un intérêt à le saluer et puis commençait un échange. Donc, pour dire que c'est des choses qui sont extrêmement difficiles. Mais il y a plusieurs phénomènes. Moi, je connais un peu la diaspora, je parcours. Et il y a un gros phénomène que les gens, au départ, ne maîtrisent pas. C'est le phénomène de solitude. Solitude de la personne, mais solitude culturelle. Parce que quand des gens arrivent, vous imaginez un gars qui part de Kondongo, il arrive en Suède, à Oslo, ou bien, je ne sais pas, en Norvège. Mais vous imaginez que seulement le problème de la langue, le problème même des habitudes culturelles, il ne sait même pas comment aborder une femme. Pas pouvoir manger le tarot. Il ne sait pas comment les interactions sociales se passent. Parce que je peux vous dire, moi, étudiant en France, quand on arrivait en France, vous pouviez taper 6 mois comme ça sans avoir de copine parce qu'on ne drague pas là-bas comme on drague ici. C'est du harcèlement. Voilà, tout de suite, si vous lui dites, madame, venez ici, elle commence à dire c'est une agression. Donc, à un moment donné, il faut que vous ayez un temps d'adaptation pour savoir même comment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à notre époque? C'est qu'on revenait sur nos anciens amours abandonnés au Cameroun. Et ces amours-là étaient plutôt intéressés à nous aimer différemment, plus, parce qu'on représentait quelque chose. Donc, pour dire qu'il y a cette solitude qui existe véritablement, un choc culturel qui fait que on a envie de revenir à ce qu'on peut maîtriser. Donc, on reprend contact ou bien on garde le contact avec la copine restée au pays, le copain resté au pays. Il y a aussi le phénomène des pays occidentaux où les gens se marient moins, les gens se mettent moins ensemble. Là, vous savez, il y a des gens, véritablement, vous arrivez même en plein Paris, il vous dit, il est dans une chambre, il n'arrive pas, il ne reçoit pas les gens, il ne voit pas les gens. Ils vont du lundi au vendredi au travail. Métro boulot dodo. Métro boulot dodo. Donc d'avoir la conversation avec quelqu'un au pays par WhatsApp, machin, permet de créer un lien qu'il n'arrive pas à créer là-bas parce qu'il est dans une société où malheureusement il n'existe presque pas. Donc ça, c'est un phénomène qui pousse beaucoup à revenir. Il y a aussi le fait que discutant avec la fille, il gagne en termes de représentativité sociale. Le fait qu'il soit de la diaspora lui donne un certain statut, un certain standing qui permet qu'il puisse épater la petite copine, le petit copain du quartier. Donc, beaucoup de filles se font avoir. Elles se font avoir, mais elles ne sont pas totalement victimes parce qu'elles sont plus dupes. Le monde moderne fait qu'on puisse voir les images de New York, du machin. On sait ce qui se passe. Mais comme Roger de Kiki l'a dit, à un moment vous représentez un visa. C'est-à-dire que pour elle, elle se dit, c'est mon tremplin pour avoir mon visa et aller me chercher. Donc vous êtes simplement dans un jeu de dupes où vous voulez d'elle parce que vous voulez calmer une solitude que vous n'arrivez pas à gérer sur la et elle a ses projets. Maintenant, dans cet îlot de mauvais tableaux, il y a effectivement des gens très sincères. Moi, je connais des couples en Occident qui vivent ensemble depuis 30 ans. Ça se passe très bien. L'un a dû venir faire l'effort pour chercher l'autre au Cameroun. Ça se passe très bien, ils ont des enfants. Je les salue. Mais c'est vrai que pour être honnête entre vous et moi, la casse est souvent plus importante que les réussites. Et je peux vous dire que certains Camerounais, d'ailleurs on a eu des cas aux États-Unis où le gars s'est même suicidé parce que, ayant fait venir la dame, sa dulcinée, dès que la fille est arrivée, elle a organisé d'autres schémas dans le but de lui arracher sa maison et tout, au point où elle vivait déjà dans la maison avec son nouveau compagnon. Et le type, et dans ces pays-là, c'est très violent parce que vous êtes condamné à continuer à payer des frais alors que vous ne jouissez plus de ce mariage. Donc je crois que ce Camerounais avait fait la une des journaux, avait donc profité, tué, je crois, la dame et se donner la mort lui-même. C'est dommage dans cette situation dramatique. Est-ce qu'au passage, on peut saluer Didier Eto? Et puis il y a beaucoup de gens en prison aussi aux États-Unis, partout. Il y a des gens qui sont venus. Il est localisé entre Londres et Paris. Didier Eto. Bon, dédicace spéciale à Didier Eto. Donc je voulais finir en disant que il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans la galère parce qu'ils ont fait ce choix-là. Donc il faut que les gens comprennent. Je reviens donc à l'entrée, c'est-à-dire le mariage, que cette affaire-là, qu'on le prenne d'une manière ou d'une autre, quand il n'y a pas de véritable sincérité, ce ne sont que des drames humains, c'est de la casse humaine. Et même au Cameroun, il y a des gens qui meurent, qui se trouvent dans des difficultés parce qu'ils ont été mal mariés. Donc tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et il faudrait qu'on fasse attention à tout ce que nous mettons désormais dans l'amour. Parce que
Alain Douk disait qu'il fallait mettre les greffes, il fallait mettre les vernis. Tout ça, c'est un masque qui cache la véritable nature des gens et qui finalement expose le premier manant ou bien le premier naïf à se retrouver entre les fourches caudines de personnes qui sont simplement là pour la destruction. Alain Douk, pourquoi dans cette diaspora africaine, on a du mal à voir des femmes qui reviennent se marier dans leur pays d'origine? C'est-à-dire que les femmes qui sont installées dans des pays autres que leur pays d'origine peuvent entretenir des relations avec des hommes qui sont restés dans leur pays d'origine et reviennent se marier avec ces hommes. On a difficilement ce genre de cas. Hein, qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Nous voyons beaucoup plus les hommes qui reviennent pour chercher des femmes, repartir avec des femmes, mais pour les femmes, c'est un peu compliqué. Bien, cela peut s'expliquer culturellement. Bon, faut qu'on se l'avoue, nous avons quand même des sociétés en dépit, hein, dans certains militantismes-là qui nous miroitent une matrilinéarité, un matriarcat qui est, à mon sens, marginal. Ce que nous avons, c'est le patriarcat. Oui. Et dans le patriarcat, on sait que la responsabilité de l'assise, du clan, revient au mâle. On ne discute pas là-dessus. Donc, la femme, parfois, dans ce cadre-là, on peut la considérer comme une partante. Donc, elle va épouser quelqu'un et puis elle va appartenir à ceux du clan-là. Oui. Donc, ça pourrait ne pas être un clan endogène. Ça peut être donc un blanc. Oui. Donc, du coup, avec le gain que dès qu'on parle de blanc, bon, on voit un tout petit peu la plus-value matérielle pour la famille, etc., etc. Donc, la femme, relativement, ça peut ne pas poser problème. Mais lorsqu'on parle de la perpétuation, à proprement parler, dans le patriarcat, qui est notre réalité prégnante du clan, on voit le garçon, le mâle. Ouais. Toi, non. Bon, là, ça devient... si toi aussi, tu dois aller prendre une blanche, ou je sais pas moi, une femme d'une autre culture ailleurs à l'étranger, là, ça devient un problème. Il y a beaucoup de questionnements que ça commence à nourrir. Qui va assurer la transmission? Parce que de toute façon, le contact avec les autres nous conditionne, nous dénature. Oui. Et vous connaissez, on a connu des tragédies, des mâles qui vont de l'autre côté, restent pendant des années, contactent mariage avec des femmes occidentales ou d'une autre culture. Au moment de revenir, comme on l'a dit, c'est le moment de... Il faut bien revenir au pays. La femme dit qu'elle ne rentre pas. Oui. Je ne quitte pas le chez moi. Et voilà un drame. Un déchirement dont on ne se remet pas et il revient après tant d'années. Parfois il revient sans les enfants qui parfois les enfants restent. Mais rester de l'autre côté. Donc on veut à tout prix éviter ça. Dans cette transmissibilité, dans cette transmission de l'héritage culturel ou patrimonial, on veut éviter ce genre de déchirement. Maintenant, pour ceux qui vont quand même là-bas, pour revenir au sujet lui-même, il y a un choc culturel auquel ils sont confrontés, que vous avez évoqué, un choc mental, parce que les paradigmes ne sont pas les mêmes sur le plan civilisationnel et culturel. Tu arrives, tu évolues dans un contexte où d'abord tu es énormément frustré, parce que quoi qu'on dise, la Déclaration universelle des droits de l'homme connaît ses limites, même dans leur contexte il y a la négrophobie, il y a le racisme, bon, ça te fait réfléchir. Là-bas, tu es choqué culturellement. On te dit que, bah, écoute, ici, tu n'as pas le droit de critiquer un homme qui pense qu'il est normal d'aller avec un homme. Une femme qui pense qu'il est normal d'aller avec une femme. Et depuis, vous savez, le fameux lobby LGBTQ, on veut même ajouter P pour pédophile. Donc, du coup, peut-être il faudrait ajouter Z pour zoophilie, pour dire que, ben, si quelqu'un... Oui, mariage pour tous, il est en droit. Et après, toutes ces lettres de l'alphabet, il y a un plus devant. Et en plus, vous dites que ça continue. On est dans la continuité, il y a extension possible. Donc, tu es choqué. Oui. On te dit que non, dans l'écosystème en question, ben, tu ne peux pas porter tu n'as rien à dire. Une remarque péjorative sur la chose. Ça peut même juridiquement être sanctionné. Bien sûr. Alors tu te dis, quand je me projette, je vois mes enfants, est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour eux? Parce que à me conformer à ça, et je rappelle, pour ceux qui sont par exemple biblistes, on dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc est-ce que je veux vraiment me conformer à ça? Et c'est ça
parce que vous le savez, c'est démontré par des études en psychologie, oui. L'environnement conditionne l'homme. Donc finalement, moi-même, je vais me retrouver à être quelque peu partisan de toute cette histoire. Et c'est ce que je veux transmettre par la suite à ma postérité. Et là, vous vous arrêtez un moment. Et vous dites, si je dois prendre une femme qui est moulée dans cette civilisation, dans cette culture, je vois les dégâts par rapport à la perspective civilisationnelle et culturelle qui est la mienne. Du coup, je pense qu'il est mieux pour moi que je rentre au pays chercher femme. Donc, c'est donc ça. Or, vous savez, quand les gens sont en mode de survie là-bas, d'aucuns, par souci de sécurité économique, contractent même des mariages avec des étrangères. Pour se stabiliser. Pour se stabiliser. Mais vous savez que nous avons aussi ce phénomène. Le grand Cyril, qui a fait de l'autre côté, il ne va pas me démentir là sur le sujet. Des gars qui reviennent ici, comme on fait du travail au noir, eux aussi font du travail matrimonial au noir. Ouais. Hein? Là-bas, il y a un statut, ici, il y a la fille de la pérennisation culturelle. On lui cherche une autre femme, ou deux autres femmes, ou trois autres femmes ici. Et comme parfois ils ont réussi plutôt économiquement, financièrement, bien de l'autre côté, ils créent d'autres familles, ou une famille en parallèle, qu'il entretient. De fait des... etc. Dit que sa cousine, vraiment, sa cousine proche. Cela relève d'une exigence et d'un besoin de suivi. Et puis il fait monter ses enfants, et que non sont les enfants de la cousine qui montent. Oui, ça c'est pour... Non mais, vous savez, quand nous sommes restés en diaspora, je peux vous dire que on a tout vu des catastrophes. Les enfants du frère, les enfants de la sœur, les machins, le cousin. Donc, ce que vous dites là, c'est effectivement des structurations, des casses après. Oui, parce que ça se termine toujours mal. Ça se finit toujours très mal, cette affaire-là. Donc, pour dire à Alain Douk que, effectivement, mais vous savez, le monde occidental là, est tellement difficile pour avoir des papiers, pour avoir un certificat de résidence. Les gens font énormément de gymnastique. Et des fois, ces mariages que vous voyez, mariages où on prend une fille de là parce qu'on veut obtenir les cartes de séjour et on a une autre au Cameroun, c'est fréquent. C'est fréquent. Beaucoup ne disent pas. C'est ceux qui ont essayé. Ça reste au noir. Localement, peut-être elles vont vous écrire pour vous dire que chacune a eu son benguiste ou après s'est rendu compte qu'il était marié là-bas. Mais c'est des enchevêtrements. Mais vous savez, tout ça a quand même une origine. C'est qu'on n'aurait pas dû se retrouver à partir chez les autres si on était bien chez nous. Mais ça, c'est fondamental, donc, ça c'est clair. Et ça, il faut que nous réfléchissons, et même ceux qui sont partis, qui sont dans cette situation, à trouver les outils pour venir arranger chez nous. Et comme ça se fait progressivement, parce que on vit de mieux en mieux, les gens créent des entreprises, on emploie, il y a quand même un mouvement de retour. Beaucoup de Camerounais que je rencontre dans la diaspora, je les verrai le mois prochain d'ailleurs, me disent, ils réfléchissent comment revenir, acheter une parcelle, pour créer une entreprise, créer une plantation. Donc je crois qu'aujourd'hui, les gens comprennent que ces gymnasiens ne sont plus nécessaires, parce qu'avant on croyait qu'il était vital de partir. Aujourd'hui, on peut se battre ici et ne pas avoir besoin de faire tout ça pour s'en sortir. D'accord, nous allons prendre ces quelques réactions. Bonjour Vianney, très belle émission à toi et à ton riche panel, merci. Je suis un exemple vivant de mariage entre diaspora et pays d'origine. Mon épouse y vit. Tout est dans la communication et le suivi des projets communs. Ayant moi-même été en Europe pendant plus d'une dizaine d'années, je suis certain que notre union s'est bâtie sur l'amour. Mon épouse effectue 2 à 3 voyages au pays par an pour vivre la chaleur du couple. Je vais juste préciser que les mariages entre nous au pays peuvent tenir ou se gâter, autant les mariages entre diaspora et pays peuvent connaître le même bonheur ou les mêmes tourments. Il n'y a pas de vérité absolue en ce qui concerne les relations humaines, plus encore les relations sentimentales. 6 ans plus tard, nous tenons et tout va bien. Toutes mes amitiés à Cyril et au grand frère Roger. Très bonne suite d'émission à vous. C'est Georges Parfait Owundi qui nous écrit ce matin. Ah oui, merci. Merci à Georges. Bonjour. Bonjour chers experts. Le sujet mis à l'ordre du jour est tellement profond et existentiel et mérite peut-être plus de temps pour l'aborder. Il faut être strict et rigoureux sur le problème des cheveux. Le diable, pour s'attaquer à la nature, passe pour la plupart des cas à travers ces femmes, à travers la femme. Les cheveux font partie de l'ADN qui est l'élément différenciateur entre les hommes. Ce n'est pas pour
rien, c'est pas pour rien que sur les scènes de crime, les cheveux sont utilisés pour élucider les meurtres. Mettre les cheveux d'une tierce personne sur notre tête, sur le plan spirituel, renvoie à endosser tout le passé et le karma de cette personne. En outre, cela n'est que visible chez les Noirs. Merci. Ce gars est spirituel. Hein. Oui, c'est une belle il est profondément spirituel. On n'est pas à jeudi spiritualité. Oui. Merci pour votre participation ce matin. Malheureusement, il ne signe pas. C'est son deuxième message, mais il a toujours pas signé. Nous prenons cette autre réaction. Se marier avec quelqu'un de son pays ou de sa culture, pour moi, c'est de préserver les traditions et valeurs partagées. Les mêmes références culturelles et familiales peuvent renforcer les liens familiaux et communautaires. Éviter les chocs culturels, les différences culturelles peuvent parfois créer des tensions dans un couple. Renforcer les liens avec la famille et la communauté. Un mariage avec quelqu'un de la même culture peut faciliter l'intégration dans la famille et la communauté. Mais selon moi, le plus important, c'est de choisir quelqu'un avec qui on partage des valeurs et des projets communs, quelle que soit son origine. C'est Ona depuis Obala qui nous revient ce matin. Ona qui insiste qu'il faut choisir quelqu'un de sa culture pour se marier. Alors bonjour, la dénonciation s'adresse aussi aux hommes. Pourquoi ne pas aussi porter les habits africains au lieu des vestes? Certains intellectuels sur le plateau se targuent fortement de maîtriser des auteurs étrangers lorsqu'ils veulent exprimer leur background. Certains vont même jusqu'à s'identifier aux religions et sectes occidentales. Somme toute, tous les Africains s'identifient fièrement aux étrangers. Le problème n'est pas que celui des femmes. Alors, ne cherchez plus des grosses voitures ou des téléphones de marque, etc. Le problème des femmes est qu'elles aiment se sentir belles et valoriser. Encore, l'utilisation de ces artifices est fortement corrélée par les standards de beauté fixés par ces mêmes hommes. C'est une dame qui nous écrit. La voiture est extérieure. C'est une dame qui nous écrit. Tes cheveux, c'est une manifestation d'une identité qui t'est propre. Hein? Ta peau, etc. Bien, maintenant, la veste, on peut facilement la laisser. Ouais. Je disais que l'auteur, l'intervenant de tout à l'heure a dit quelque chose, mais je ne voulais pas revenir dessus parce que c'est long. Oui, c'est trop long. D'où viennent ces cheveux appelés cheveux naturels? C'est découpé dans des temples, ce sont des offrandes pour purifier les gens. On collecte ça pour venir vendre. Et il y a eu des cas, je ne sais pas si c'était vrai, mais j'ai vu des émissions où les gens estimaient que certaines femmes avaient acheté des cheveux, elles se plaignaient, et après elles ont commencé à recevoir des manifestations mystiques. Donc on ne pouvait pas, c'est long, c'est un vrai sujet. C'est ça que j'ai... donc si on veut revenir là-dedans, c'est même bibliquement, quand vous avez suivi l'histoire de Samson, sa puissance venait de quoi? De sa crinière, non? Et cette dame envoyée pour l'aliéner, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détecté le secret et on lui a coupé les cheveux, n'est-ce pas? Bon, alors il y a beaucoup de choses à dire sur les cheveux, mais bon, nous sommes dans une société libérale, chacun est libre de s'exprimer, mais nous disons qu'en réalité, la vertu ne se trouve pas forcément dans l'extraversion. C'est pas les vestes, non, attention, l'habit... La première civilisation est l'égyptienne et l'africaine. Ne pensez même pas un tout petit peu que nos ancêtres n'étaient pas couverts. Alors Roger Kebekiki, vous avez la parole. Est-ce que nous sommes presque au terme de cette émission et nous restons dans notre thématique ce matin? Est-ce qu'on doit, lorsqu'on est parti de son pays d'origine, est-ce qu'on doit venir épouser une femme dans son pays d'origine, l'amener ou faire en sorte que cette dame reste au pays, continue de gérer les biens que nous produisons au pays? Comment est-ce que ça doit se passer? Venir épouser la femme, l'amener en Europe pour que peut-être après elle nous quitte et qu'on vient à se suicider, ou alors on voit les choses autrement, ou alors on doit épouser la femme et la laisser au pays? C'est une question de sentiment et de culture, d'environnement, ils l'ont dit ici. Vous savez, chacun se sent bien dans son environnement. J'ai des aînés, des amis aînés qui ont épousé des Bretonnes, des Normandes qui sont retournés. J'ai un aîné professionnel, Emmanuel Diakaï. Il avait ramené ici une Américaine. Et puis un jour, il est rentré du boulot. Il a trouvé que ses enfants avaient déjà des passeports diplomatiques. La dame les a ramenés. Parce que les autres s'enracinent difficilement ici. Il y a très peu de dames qui ont accepté de terminer leur vieux jour ici. Par contre, elle vous demande le contraire. Si tu m'aimes, retournons en Normandie. Moi, c'est une affaire de sentiment. Il faut construire ça positivement. Mais je me sens bien avec une épouse qui peut me faire le couscous de chez moi.
C'est-à-dire, je mange du camembert tous les jours, le couscous va me manquer. Une femme qui peut comprendre des choses de chez nous. La dernière fois, quand mon épouse est Ewondo, ça je vous le dis, hein, quand j'ai perdu c'est le beau-frère des Ewondo. Oui. Quand j'ai perdu mon père, elle est venue au village avec ses sœurs. Toute la nuit, elle ne faisait que faire à manger. Tout le monde, la famille était émerveillée. On me disait, mais dis donc, tu as une... Elle s'est adaptée, elle s'est enracinée. Elle s'occupe de sa belle famille. Est-ce que les autres là peuvent aller au feu de bois pour faire le pain toute la nuit, pour tourner le couscous? Parce que les autres là n'ont pas cette culture. C'est-à-dire que c'est un problème de compatibilité. On se marie quand même par compatibilité. S'il y a incompatibilité, mieux vaut ne pas le faire. Voilà. Aimé Sépion Olinga, diaspora africaine et mariage dans le pays d'origine. Nous voyons beaucoup qui ont pas mal de motivation. Pour ceux qui n'ont pas de motivation, qu'est-ce que vous dites à ces derniers? Écoutez, d'abord le mariage est une affaire, comme il disait tantôt, c'est-à-dire d'entente. Une affaire d'entente. On épouse une femme ou un homme avec lequel on a une certaine compatibilité. Quand il y a incompatibilité, il n'y a pas mariage. Donc, les deux sens, vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'il faut venir épouser, l'amener en Europe, ou alors épouser... Vous pouvez la rencontrer là-bas, mais s'il y a compatibilité. Effectivement. Vous pouvez toujours rencontrer une Camerounaise. Oui, vous venez vous marier ici. Et vous vous mariez s'il y a une certaine compatibilité d'humeur, de culture et tout ce qu'on a évoqué tantôt. Moi, je crois que c'est une affaire de conviction, si vous vous entendez, une affaire de vision commune, vous avez les mêmes orientations, vous avez des projets ensemble, vous pouvez vous marier. Si vous avez un projet de vous marier, de partir tous les deux, avec des projets communs, c'est une bonne chose. Ou alors, vous pouvez toujours vous entendre en disant, bon, moi je me cherche là-bas, toi tu vas gérer ici, c'est une affaire d'entente. Dans les deux sens, je crois que ce qui est important, le plus important, c'est l'amour entre deux individus et surtout l'entente, avoir une vision commune et des projets communs. Cyril, nous parlons bien sûr ici de l'intérêt qui est pour la plupart du temps au centre de ce type de mariage. Est-ce que cela doit créer une certaine peur bleue pour ces Camerounais de la diaspora, ces Africains de la diaspora qui aimeraient bien épouser des personnes qui sont restées dans leur pays d'origine? Je crois qu'on ne peut pas pronostiquer sur l'amour. Mais j'ai pensé pour ce thème à deux personnalités qui ont fait le chemin inverse. Chez moi à Banganté, il y a une dame qu'on appelle la Reine Blanche, elle est là, qui est une authentique française, qui avait épousé le chef de Banganté, Madame Ziké Bergeret, qui est à Banganté, qui s'est complètement intégrée. Je l'ai connue dans les hôtels autrefois. Voilà. Elle était dans l'hôtellerie, non? Elle a pris sa retraite des hôtelleries, elle a fait des chants. Elle travaille à Banganté, elle fait ses marchés, elle parle un banjimba sérieux. Et elle danse même. Elle danse. Et son mari est décédé depuis longtemps. Elle est restée là-bas dans sa maison au village. Et donc je souhaite la saluer particulièrement. Et j'ai aussi pensé à une sœur à moi, une amie, Maître Dominique Fous, qui est une authentique antillaise, qui avait épousé un Camerounais, ils sont rentrés au pays, l'époux est décédé, mais elle est restée, elle continue à exercer le barreau du Cameroun. Madame Ango est là, Calliope, la Fondation Paul Ango, le géostratège décédé il y a très longtemps. Madame Mongo Betty aussi, qui continue à tenir la librairie des peuples noirs. Donc il y a ces exemples-là qui montrent simplement que quand l'amour existe, il n'y a pas de barrière. Le problème, vous l'avez dit, c'est qu'il faut d'abord savoir si l'amour existe encore dans notre contexte actuel où les relations se nouent seulement parce qu'on a un intérêt qu'on recherche. Donc quand deux êtres se sont trouvés, peu importe le pays où ils sont, l'endroit où ils sont heureux. Et c'est le plus important. Le message, c'est de dire, rechercher le véritable amour. Alain Douk, un dernier message pour ces Africains de la diaspora qui ont des ambitions, parlons bien sûr de mariage dans leur pays d'origine. Tu permettras, hein, puisqu'on on est en train de sortir. Je dis, si je fais une veste avec des motifs africains, c'est africain ou c'est occidental? Bon, tu demanderas à la dame. Autre chose, il faudrait peut-être que dans le cadre de jeudi spiritualité, qu'on pose sur la table la problématique de la négrité du personnage historique de Jésus. Parce que je vois que les gens, ça va dans tous les sens, religion occidentale. Il y a le christianisme est africain. Une vérité fondamentale qu'on cache aux gens. Il y a une ingénierie de la fraude à ce sujet.
Bon, je termine par là, je réponds donc maintenant à ta question. Merci. Je pense qu'au-delà de l'amour, vous savez, il faut épouser les worldviews. Parce qu'on aura beau s'aimer, s'il y a incompatibilité intrinsèque dans la vision du monde, dans le corpus des valeurs, ça ne va pas donner. L'amour, là, il y aura une désolidarisation très rapide qui va se produire parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon, parce que justement vos worldviews ne s'épousent pas, ne s'emboîtent pas comme dans un puzzle. Donc il y a ça, parce que justement, l'amour arrive à résister à tout, justement, quand on a quand même quelque chose, une trame commune, là, quelque part. Aussi, c'est ça, souvent, le problème. Si vous n'épousez pas les visions du monde, le contexte culturel de l'un l'autre, ou alors quelqu'un se dépouille un tout petit peu de sa worldview pour totalement épouser celle de l'autre, ça va causer problème. Donc, je pense que il y a un enjeu économique, hein, vous savez, dans le fait aussi de rentrer épouser les nôtres. Au regard du marasme économique, je pense que des mariages dans cette direction permettent quand même une redistribution, une réorientation du capital vers le pays. Merci. Merci Alain Ndou. Merci à vous, chers panélistes. Merci Aimé Cyprien Olinga pour votre temps ce matin. Merci à Cyril Tchamba. Comment ne pas remercier Roger Kiekdekiki. Merci également à Alain Ndou pour sa disponibilité quotidienne. Mesdames, Messieurs, Espace Miné de ce mercredi 18 mars 2026 s'achève ici et maintenant. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également de rester en très bonne compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Info TV. Tout à l'heure à 12h, ne manquez pas notre édition d'information bilingue. Au revoir et très bonne journée.